Fêter un anniversaire, celui dans le cas présent des 20 ans de la promulgation de la loi de 2005 sur le handicap, c'est tout à la fois évoquer un passé, pour ne pas parler d'un combat, c'est prendre la mesure d'une évolution avec ses ombres et ses lumières, et c'est enfin se projeter dans un avenir que l'on souhaite meilleur, porteur de justice et d'humanité. Bonjour, je me nomme Marc Tronchot, je suis l'animateur de cette table ronde d'1h30, durant laquelle nous allons tenter de faire tout ce que je viens d'énumérer. Nous allons parler d'inclusivité, de compensation, des imperfections, voire de la non-application de cette loi qui établit des principes que personne ne discute, mais dont la réalité sur le terrain reflète encore la difficulté de notre société tout entière à ouvrir les yeux et pourquoi pas les bras face aux enfants handicapés et à la question de leur scolarisation, handicap au pluriel, sous toutes leurs formes. Mais avant de vous présenter celles et ceux qui vont témoigner dans quelques instants, un mot d'introduction. Il est signé du secrétaire général de l'enseignement catholique, Philippe Delorme. Il y a 20 ans, le 11 février 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées était adoptée. Cette loi a marqué un tournant historique dans l'accueil de la différence et la reconnaissance du droit à l'école pour tous. Aujourd'hui, 11 février 2025, 20 ans après, il est important pour nous de marquer cet événement. Nous vous proposons, à vous comme à l'ensemble de notre réseau, d'entrer dans une dynamique tout au long de cette année 2025. Profitons-en pour faire un point d'étape, mesurer le chemin parcouru et surtout envisager la manière dont nous pouvons aller encore plus loin au service d'une école pour tous. 20 ans après, il s'agit de témoigner des avancées, mais aussi de prendre en compte de façon réaliste les besoins et d'entendre les questions qui se posent au sein des communautés éducatives. Alors, vivons cette année comme un temps symbolique. Cette dynamique collective permet de valoriser tout ce qui a été fait. Poursuivons notre engagement au service de ceux qui en ont le plus besoin. Le pape, dans la bulle de lancement de l'année jubilaire, nous rappelle que le soin envers eux est un hymne à la dignité humaine, un chant d'espérance qui appelle l'agir harmonieux de toute la société. Autour des 4 verbes, célébrer, témoigner, éclairer et réinventer, nous partagerons les dynamiques diocésaines. Nous éclairerons par les témoignages d'acteurs, de chercheurs, les questions qui se posent. Nous réfléchirons collectivement autour d'enjeux essentiels pour la suite comme celui du lien avec le monde médico-social. L'éducation inclusive est au cœur de notre mission. Nous avons à poursuivre nos engagements afin de faciliter le parcours des familles et des jeunes et de soutenir et d'accompagner les équipes dans leur travail quotidien. L'accueil de tous doit être bien perçu comme une chance pour tous. C'est donc avec une très grande joie que j'ouvre aujourd'hui cette dynamique. Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers toutes celles et tous ceux qui œuvrent sans relâche pour faciliter l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. Leur engagement est essentiel, leur dynamisme porteur. Bonne année 2025. Merci à Philippe Delorme d'avoir, d'une certaine manière, résumé l'esprit de notre échange à venir, échange d'1h30. Nous sommes 6 pour partager des expériences, des analyses, des témoignages. Je vous présente celles et ceux qui nous font le plaisir de leur présence. Nathalie Tretiakov, adjointe au secrétaire général de l'enseignement catholique. Nous attendons Marie-Anne Monchamp, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Journée chargée pour elle, elle est toute excusée. Ex-secrétaire d'État chargée des personnes handicapées au moment de l'adoption de cette loi de 2005. Ah, Madame Monchamp, vous êtes là. Alors, venez vous asseoir. On vous attendait et j'étais en train de vous excuser d'une certaine manière de votre retard, compte tenu de... Ah oui, mais vous avez sans doute beaucoup de rendez-vous. C'est une journée un petit peu particulière. Donc, je disais, vous étiez secrétaire d'État chargé des personnes handicapées au moment de l'adoption de la loi de 2005.
donc particulièrement en situation pour nous parler de cette loi et de ces questions liées au handicap qui restent d'accord au cœur de vos préoccupations d'aujourd'hui, puisque vous êtes à la tête de l'OCIRP, Union d'institutions de prévoyance à vocation sociale et pas lucrative. Également présente à côté de vous, Laura Mekaelian, chef d'établissement adjointe du collège Saint-Joseph Viala dans le 13e arrondissement de Marseille, enseignante en SVT, coordinatrice d'un PIAL, autrement dit d'un pôle inclusif d'accompagnement localisé, le plus important de Marseille, si j'ai bien compris. Il regroupe 10 établissements. Philippe Castille nous fait l'honneur de sa présence également, directeur diocésain d'Eure-et-Loir, basé à Chartres. Véronique Poutou, enseignante, formatrice, chercheur, rédactrice en chef du site indépendant vers une école inclusive.fr, ouvert aux autres enseignements du premier, des seconds degrés, mais également de l'enseignement supérieur, enseignement public et privé, aux parents ainsi qu'aux élèves. Les maîtres mots de ce site, accessibilité pédagogique et éducation inclusive. Heureux et honoré d'avoir également un champion handisport autour de cette table, un nageur, Charles Rosoir, champion du monde, champion d'Europe, champion olympique, médaillé d'or aux 100 mètres papillon aux Jeux paralympiques de Londres, mais également une petite carrière en politique, ex-chargé de mission auprès de la ministre des Sports, Madame Mara Cineanu, en 2018. Il s'agissait alors de réfléchir à la stratégie nationale du sport handicap en France. Aujourd'hui, toujours, j'allais dire, coach en développement personnel, parce que c'est votre vocation première. Et vous travaillez d'ailleurs à côté pour un professionnel de l'eau. Ça a l'air d'être votre milieu naturel d'une certaine manière. Avant de commencer cet échange, un petit rappel s'impose, je le pense. Les faits, la réalité, l'espoir, la volonté de continuer, résumé en 1 minute 30. Le 11 février 2005 date de la promulgation d'une loi fondamentale en matière de droits des personnes en situation de handicap en France. Cette loi, intitulée Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a été le fruit d'un travail de concertation de plusieurs mois. Son objectif, favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Elle marque un tournant dans la manière dont la société appréhende l'accessibilité et l'égalité des droits en mettant l'accent sur l'intégration des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale, professionnelle et publique. Pour la première fois, la définition du handicap dépasse la simple vision médicale pour intégrer une dimension sociale, reconnaissant que le handicap a également un impact sur l'interaction entre une personne et son environnement. Je cite, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » 3 grands principes émergent. L'accessibilité des lieux publics, des transports, de l'information et des services, l'accès à une éducation et une formation adaptée à tous, l'accès à l'emploi et au travail pour tous. C'est la mise en œuvre de ces principes qui permet aujourd'hui une meilleure inclusion dans tous les aspects de la vie sociale. Logement, santé, transport, école. Chaque citoyen peut et doit contribuer à construire une société plus fraternelle. Ensemble, continuons de construire un avenir pour tous. Voilà pour ce rappel nécessaire. J'ai assez naturellement envie, Madame Monchamp, de commencer avec vous. Cette loi est portée sur les fonds baptismaux, si j'ose dire, et promulguée par la République, alors même que vous êtes ministre, secrétaire d'État, très exactement auprès du ministre de la Santé et de la Protection sociale, chargé précisément des handicapés. Quels souvenirs vous gardez très personnellement de cette période ? C'était une période marquante quand on a la chance, l'honneur de porter un texte réformateur pour une politique comme la politique du handicap. J'ai envie de dire ça marque toute une carrière et tout un engagement personnel, et il ne m'a plus jamais quitté. Dans les souvenirs marquants, j'ai toujours cette image de l'hémicycle à l'Assemblée nationale où ça tombait de partout. Alors on sait qu'aujourd'hui l'hémicycle peut être agité, mais ces jours-là il l'était parce que tous les députés qui étaient présents, ils étaient nombreux, voulaient apporter une contribution à la facture de ce texte. Et vous savez, un député, ça a la particularité, quand il est dans sa circonscription, de rencontrer des associations, des gens qui lui disent il y a ça qui va pas, il faut faire ci, il faut faire ça. Et de fait, il y avait une espèce de foisonnement d'amendements qui arrivaient tous et qui m'amenaient à m'interroger en me disant mais comment va-t-on stabiliser un texte et quel sens global pour l'esprit de la loi va-t-on donner à ce texte? Parce que ajouter, empiler des dispositions au dispositif, c'est utile. Mais pour arriver, au fond, à trouver l'expression d'un commun que l'on puisse partager et qui donne un sens à une politique comme celle-là,
ça demandait effectivement un petit travail de concertation et de réflexion. Aujourd'hui, on empile volontiers pour faire de l'obstruction. Là, c'était pas le cas. Non, pas du tout. Et j'ai le souvenir de contributions extrêmement constructives, même si, convenons-en, elles étaient parfois dans la confrontation. Pour la question de l'arrivée de l'enfant en situation de handicap à l'école, moi j'ai entendu des choses, je veux le dire, troublantes. C'était des parents d'élèves qui m'expliquaient que quand un enfant avec une trisomie arrive en cours préparatoire, ça va ralentir le groupe classe des enseignants qui n'imaginaient pas comment c'était possible pour eux. Des enseignants, par exemple, et je ne leur comprenez mon propos, n'est pas, je ne critique pas, je peux comprendre, mais qui n'envisageaient pas de déménager de leur classe, d'aller par exemple prendre une classe au rez-de-chaussée alors que traditionnellement ils étaient au premier avec la lumière, alors qu'un enfant en fauteuil allait arriver par exemple, et que l'école n'était pas en situation d'accessibilité. Et toutes ces choses, des architectes aussi, qui nous expliquaient qu'un logement accessible, c'était un logement dans lequel il fallait choisir entre la salle de bain et la chambre à coucher. Parce qu'on n'imaginait pas qu'on pouvait faire des plans qui permettaient à un fauteuil, par exemple, de faire une rotation dans la salle d'eau et qu'on pouvait, par de l'imagination, proposer des réponses à accessibilité. Et tout ça, ça faisait l'objet de débats et de confrontations parfois assez abruptes avec des lobbies derrière, qui agissaient et qui disaient non, ça va ruiner nos métiers si on va dans ce sens-là. On se rend compte des années après que ça n'a ruiné personne, à dire vrai. Et que quand on a fait des choses, ça a plutôt été dans l'intérêt général. Mais vous pensez que ces confrontations, elles auraient encore lieu aujourd'hui, 20 ans après ? Pas sur les mêmes sujets. Alors peut-être on se taperait pas sur la figure sur les mêmes sujets, mais je sais qu'elles auraient lieu. Et je sais qu'elles auraient lieu peut-être de manière encore plus violente, parce que nous savons que les équilibres sont difficiles à trouver. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Pour moi, la confrontation est salutaire en démocratie, dès lors qu'elle respecte certains principes éthiques et de respect réciproque. Et le pire, c'est le silence. Le pire, c'est l'oubli. Le pire, c'est loin des yeux, loin du cœur, si je puis dire. Et c'est sans doute une préoccupation que l'on doit avoir quand, en effet, on se trouve encore dans un silence. Et le silence, on le trouve notamment pour nos concitoyens en situation de handicap psychique, vous voyez. Là, je trouve que nous sommes bien silencieux collectivement. Je sens chez vous, Monsieur Rozoy, l'envie de réagir à ce que vient de dire Madame Montchamp. Oui, il y a plein de réactions. Madame la ministre, on se connaît très bien. On a passé des moments ensemble et des combats communs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même revenir avec les choses. Aujourd'hui, les derniers chiffres le montrent. Les personnes en situation de handicap intègrent de plus en plus l'école, certes, mais les personnes en situation de handicap physique. Aujourd'hui, 80% des gens, en général, des personnes, parents à qui on pose la question, se ne disent pas prêts ou ne veulent pas accueillir de personnes en situation de handicap mental ou psychique à l'école. C'est quand même dramatique. Ça prouve bien une méconnaissance. On peut parler de cette méconnaissance, mais aujourd'hui, les questions vont plus loin. Je pense qu'il y a une nécessité de faire évoluer les mentalités. Alors, je l'ai dit des fois abruptement en disant que certaines générations partiraient un jour à la retraite et même plus loin, et on pourrait changer progressivement les choses. Mais ça nécessite l'école est le point central, névralgique de ce changement de mentalité profonde. Et on ne peut plus se permettre de mettre des gens, des enfants, des personnes en situation de handicap à des kilomètres d'une école, dans un bois, pour les cacher comme on l'a fait à l'école, dans des centres médico-sociaux. Ces centres doivent être intégrés au cœur de notre système, c'est-à-dire dans l'école. On va revenir sur cette loi 20 ans après, mais j'avais envie de vous poser une question, et pardon si elle est un peu plus personnelle, mais la loi de 2005, vous y prêtez, Monsieur Rozoy, attention sans doute comme quelqu'un qui s'informe normalement, mais votre accident se produit en 2008 et vous recommencez la compétition dans les années qui suivent avec les succès que l'on connaît, que j'ai rappelé tout à l'heure. Cette loi, vous en prenez la mesure à quel moment? Quel regard vous portiez avant sur ces questions-là et quel regard vous portez après? Il y a une prise de conscience aussi de votre côté? J'ai toujours nagé avec des nageurs paralympiques puisqu'ils étaient déjà intégrés. David Smetanine était un des premiers exemples. C'était un des nageurs les plus intégrés dans le circuit dit valide, le circuit des champions. C'était un champion comme un autre. Moi, je le voyais en me posant la question de dire le handisport, oui, mais pour les personnes en situation de handicap, j'avais un bras qui marchait plus. Pour moi, j'étais pas vraiment en situation de handicap comme beaucoup de gens aujourd'hui. Et un jour, j'ai posé les mots puisque je suis allé voir et je me suis rendu compte que j'étais largement
assez en situation de handicap. Je me rappelle de cette phrase avec mon coach la première fois que j'ai repris la natation. Je venais pour ma rééducation. Je venais pas pour nager. Et lui, il me dit, mais pourquoi tu reprendrais pas la natation? Je lui dis, mais je nageais pour gagner. Mon rêve d'enfant, celui que je disais à l'école, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais, je veux être champion olympique. On me disait, t'as pas compris la question, c'est pas un métier, qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Je disais, non, je veux être champion olympique. Ça a été quelque chose qui m'a tenu toute ma vie. Et quand finalement ce rêve devient impossible, soi-disant, finalement ce coach me dit, mais pourquoi tu ferais pas du paralympique? Et je le regarde et je lui dis, mais le handisport, le paralympique, c'est pour les handicapés. Il me dit, réfléchis à ta réponse et reviens me voir. J'ai pas eu le choix que d'accepter puisque je n'étais plus capable de faire ce que je faisais avant avec 2 bras, je l'ai fait avec un bras. Et donc, je suis revenu le voir en lui disant, écoute, maintenant, je vais être champion paralympique. Et je suis très fier de dire que je n'ai pas été champion olympique, mais que j'ai été champion paralympique. Et aujourd'hui, j'en suis fier parce que je représente plus de 80% de la population des personnes en situation de handicap, les handicaps invisibles. Quand je suis habillé, ça ne se voit pas. Et pourtant, j'ai un bras paralysé. Vous allez me dire, quoi, comme dirait mon professeur qui m'a opéré, professeur Oberlin, il me dit, t'auras pas assez d'une vie pour faire tout ce que tu as envie de faire avec un seul bras. Ça servait à quoi d'en avoir 2? Bon, c'est pas faux, mais ça sert à plein de choses. Et puis surtout, un bras, ça engendre beaucoup d'autres problèmes, des problèmes de dos, des problèmes de mobilité, après des problèmes d'équilibre dans les transports. Moi aussi, je vis ça au quotidien. On se dit, c'est un grand gaillard, il fait 1m90, 100 kilos, il est costaud, mais tout va bien pour lui. Mais quand tu es dans le métro et que tu as un bras en moins, je peux t'assurer que tu fais du surf avec beaucoup moins d'équilibre que les autres. Donc, c'est tout un tas de choses où on est en permanence obligé de se justifier d'être en situation de handicap quand c'est invisible. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas déclarer leur handicap. Donc, comment j'ai vu la loi? Moi, j'ai découvert la loi par les engagements, par mon engagement depuis des années, par mon engagement à l'université déjà, puisque j'ai très vite monté une association pour les personnes en situation de handicap. J'ai accompagné beaucoup de gens. Je me suis dit, si moi j'y arrive, il y a plein de gens qui n'osent pas et qui n'osent pas se poser des questions, qui n'osent pas se déclarer. Et je vais les accompagner, je vais les aider. Et c'est ce que j'ai voulu faire, d'où le début de mon engagement qui a toujours été sociétal. Maintenant, la loi, elle était très ambitieuse. On s'est dit en 10 ans, et je le dis souvent, en 10 ans, on va changer toute l'accessibilité. Je pense que là, c'était très ambitieux, c'était bien, mais le problème, c'est quand c'est des fois trop ambitieux, on le voit, quand on se donne... moi, à 10 ans, si je disais je veux être champion olympique, on me disait c'est pas possible. Et donc, voilà, ça a créé certaines frustrations parce que quand on arrive au bout des 10 ans et que c'est pas fait, eh ben, les gens sont frustrés. Et donc, c'est là la question, c'est de dire, est-ce que il fallait pas plus mettre un agenda dès le début d'accessibilité? Je ne sais pas. C'est facile de juger a posteriori. Mais il y a eu des vraies volontés. Les volontés, elles étaient là. On peut critiquer tout ce qui s'est dit a posteriori, et il y en a beaucoup qui le feront, donc je leur laisserai cette primeur. Mais je pense qu'il y a eu un engagement qui a été fait. Ce jour-là, on a décidé de changer des choses, on a décidé de mettre des quotas, on a décidé de donner une chance, on a décidé, avec un axe qui était très fort, de dire il faut respecter les droits, il faut respecter les personnes. On a commencé à parler de personnes en situation de handicap et pas d'handicapés. Ça change. Moi, aujourd'hui, je parle devant vous. Est-ce que mon handicap me gêne pour parler 1 heure avec vous Manifestement pas. Non. D'ailleurs, je vais vous couper un petit peu. On va revenir sur le présent. Je peux parler encore un peu. On va revenir sur le présent, mais comptez sur moi. Je vais revenir vers vous très rapidement, ainsi que vers Madame Manchon. Mais je voudrais qu'on continue ce tour de table pour évoquer l'année 2005. Laura Mécallian, en 2005, vous êtes quoi? Étudiante? Oui. En 2005, je suis étudiante, et pas encore enseignante. Et vous vous destinez à travailler dans une zone à fort besoin éducatif. C'est comme ça que vous me l'avez dit au téléphone. Oui. Quand je commence à enseigner, j'enseigne dans les quartiers nord de Marseille. Mais j'ai dit 15e tout à l'heure, c'est 13e. Hein. Non, c'est l'inverse. Vous avez dit 13e, c'est 15e. Ma connaissance géographique de Marseille est un tout petit peu... Il faudra venir nous voir oui, un peu. Je reviens vous voir. Donc oui, et donc j'arrive sur mon établissement il y a presque 10 ans maintenant. Et puis on a un long chemin parcouru sur 10 ans, puisque nous accompagnons énormément d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Nous avons une classe relais, un micro-collège, nous coordonnons maintenant un PIAL très étendu, dont vous en avez parlé tout à l'heure, avec un regroupement de 10 établissements. Et une communauté éducative en marche autour de toutes les lignes qui ont bougé depuis sur ces 10 ans. On parle
On parle aujourd'hui non plus de handicapés, mais de personnes ayant des difficultés, qu'elles soient cognitives ou autres. Monsieur Rozoy le rappelait à l'instant, c'est une des évolutions que vous avez pu voir au fur et à mesure que les années passaient. En tout cas, j'ai vu au fur et à mesure du temps, en tout cas, de plus en plus de familles arrivant, parlant de manière plus libre des difficultés, des situations de handicap vécues par leurs enfants. Et j'ai vu aussi une équipe enseignante évoluer, se former, proposer des stratégies, etc. En fait, des lignes qui ont bougé de manière assez forte. Et pourtant, tout n'est pas rose, on est bien d'accord. Non, tout n'est pas rose, surtout dans nos quartiers. Tout n'est pas rose. On manque cruellement de tout. Monsieur Rozoy et ensuite Monsieur Castille. Juste un petit aparté. Je pense qu'il n'y a pas plus de personnes en situation de handicap. Dans l'école, on les voit soi-disant arriver. Moi, je suis en situation de handicap avant d'avoir un handicap officiel. Oui. Je suis TDAH depuis tout jeune. Je n'étais pas diagnostiqué à l'époque, j'étais juste un cancre. Voilà. Rappelez ce qu'est un TDAH. C'est trouble d'hyperactivité. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Bon, ça se voit un peu quand on me connaît. Je suis un peu hyperactif et j'ai fait du sport et le sport a permis de compenser. Mais j'étais juste deux choses. Sportif, donc c'est pas grave. Il est sportif. Bon, faut pas lui en tenir rigueur. Il est pas très intelligent. Et puis, deuxième chose, j'étais un cancre quand j'étais un peu trop agité parce que j'étais sportif. Je manquais de cadre. Non, mais c'est juste ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on met juste des mots sur tout un tas de choses qui existaient déjà dans l'école et qui étaient traitées différemment à l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même... et je tiens à remercier Madame la ministre pour ça. On a quand même mis une définition sur le handicap claire. On a quand même fait beaucoup de choses avec cette loi de 2005. Il n'y avait pas de définition claire avant. Il y avait encore beaucoup de choses à faire. Et on a replacé la personne au centre. Ouais, l'école entraîne une confrontation parfois extrêmement violente. L'enfant différent, que le handicap ou la situation de handicap ait été objectivée, se trouvait brutalement confronté à la communauté éducative. C'était les enseignants, c'était les petits camarades. Et l'école était là qui nommait la différence de l'enfant. Et qui la nommait sans qu'une réponse ou une solution ou une perspective, au fond, ne soit proposée à l'enfant. Le fait d'avoir affirmé que la place de l'enfant en situation de handicap est dans l'école de la République, ou bien que l'école de la République doit être aux côtés de l'enfant en situation de handicap, autorise l'expression différenciée des compétences. Alors, la question de l'accessibilité, elle a été posée tout à l'heure essentiellement sur des questions d'accessibilité physique. Moi, je parle de l'accessibilité éducative. Un des sujets sur lesquels il va falloir continuer à travailler, c'est la mise en accessibilité des savoirs. Parce qu'avec la mise en accessibilité des savoirs, nous aurons encore d'autres bénéfices. La loi pose l'esprit. Et l'esprit, il est simple. C'est la citoyenneté pour tous. On me dirait, avec ça, on ne fait pas grand-chose. Mais c'est très important de se référer à un projet commun. On ne peut pas subir de discrimination, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et élargissant les principes de la déclaration des droits de l'homme à ceux de nos concitoyens qui expriment différemment leur manière d'être au monde. Et je veux le dire, et après je vous promets, je me tais pour laisser passer les autres, mais ça me semble absolument décisif de se référer à l'esprit de la loi. Et à partir de là, c'est vrai que la société, en fonction de sa possibilité, de sa capacité à interpréter, elle est capable d'avancer sur certains points. Et en effet, moins sur d'autres points, des discriminations demeurent. Mais c'est important. J'avais juste envie de vous rappeler ce que j'ai entendu ce matin à la radio, à savoir que la défenseure des droits considère qu'aujourd'hui, et le dit, que le handicap est la première discrimination toujours en France. Depuis 7 ans. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, si vous voulez, il est important, je pense, de rappeler l'esprit de la loi. Il y a l'esprit de la loi. Ensuite, il y a la lettre. Et ensuite, il y a la mise en œuvre et l'exécution. Ça, on va en parler. Je voudrais terminer avec ce tour de table avec notre directeur diocésain d'Eure-et-Loir. La loi de 2005, vous êtes où à ce moment-là? Vous faites quoi? Vous mesurez quelle importance? Et à quelle heure? Vous êtes un gamin. Certainement. J'étais chef d'établissement en 2005 et enseignant.
Et puis, moi, déjà depuis un certain nombre d'années, engagé dans une école inclusive. On n'utilisait pas ce mot-là, on parlait d'intégration. À ce moment-là, ayant eu la chance de vivre mes premières expériences professionnelles dans un établissement avec une classe qui accueillait des enfants autistes et qui étaient intégrés dans nos classes. Voilà. On a appelé plus tard un dispositif Ulysse. Enfin, à l'époque, ça s'appelait autrement. Je crois que effectivement, l'esprit de la loi, qui en plus rejoint l'esprit de l'Évangile, pour l'enseignement catholique, tant quand l'esprit de la loi rejoint l'esprit de l'Évangile, a permis, je pense, d'avoir une certaine prise de conscience de la part des équipes enseignantes pour accueillir plus largement. Alors d'abord, c'est vrai, s'adapter. Après, il y a eu pour compenser. Après, voilà. Mais il y a quand même une dynamique, une évolution, je pense, sur ces 20 ans. Là, on parle d'inclusion. Après, on parle d'universalité des apprentissages. Enfin, je crois que effectivement, la démarche est lente. Elle est certainement trop lente. Voilà, je suis aussi par ailleurs parent d'un jeune homme maintenant en situation de handicap. Sur le coup, on trouve ça trop lent, les adaptations, on est bien d'accord. Il y a besoin de secouer un petit peu de temps en temps le système. Et je pense qu'il faudrait effectivement repartir sur l'esprit de la loi, viser une simplification administrative, parce que pour les équipes, mais bon... Je pense on va en parler. Voilà. Nous allons en parler abondamment. Ça serait vraiment pour nous quelque chose qui serait important, et puis continuer de former les enseignants. Pour rebondir sur ce que disait Charles, on a la chance en Eure-et-Loire d'avoir des IME et des IM Pro qui se sont ouverts, qui sont plus cachés au fond des bois, même quand ils sont qui ont encore des locaux un peu excentrés, qui travaillent avec les établissements scolaires pour que les enfants soient inscrits dans les écoles, vivent une grande partie de leur temps dans les écoles et puissent bénéficier des plateaux techniques dans ces anciens IME. D'unité de lieu, de décloisonnement, effectivement, comme disait notre secrétaire général, entre le médico-social et l'éducation nationale. Voilà pourquoi ces deux ministères continuent à avancer en parallèle, alors qu'il y a tant de synergie à trouver entre les professionnels du médico-social et les professionnels de l'éducation nationale, quoi. Quand on s'est parlé, Madame Monchamp, vous avez insisté sur une première chose. On va continuer à décliner un petit peu cette loi et ce qu'elle a produit. Mais vous avez dit qu'elle était d'une certaine manière née ou issue d'une véritable méthode. Une méthode de concertation. C'est un mot très à la mode, qui est un mot parfois un peu alibi. À l'époque, c'était une concertation, malgré les confrontations dont vous parliez tout à l'heure, mais ça a été le creuset de cette loi, ce qui a permis à cette loi d'exister. Oui, c'est la méthode que nous avons retenue, parce que, Sylvain, tout à l'heure, je parlais de ce commun qu'il fallait réussir à identifier pour aller au-delà d'une approche catégorielle qui, à dire vrai, n'avait aucun sens et qui n'amenait que des comparaisons qui sont ineptes. Il n'y a pas de comparaison entre une personne avec une schizophrénie et une personne tétraplégique. Je veux dire, ce sont deux personnes, deux citoyens. Et donc, comment arriver à constituer ce commun ? Et ça, c'était un vrai problème, parce que la genèse du texte, en tout cas quand j'ai été en charge de le faire adopter, c'était une forme d'inventaire d'attentes et de besoins qu'il fallait respecter naturellement, mais qui nous aurait donné une espèce de machin protéiforme, si vous voulez, qui n'aurait pas, à mon avis, passé l'étape de la durée ou de l'expression de l'esprit de la loi. Et c'est là que, à force de concerter avec les personnes, avec les associations, mais attendez, il y a une foultitude d'associations qui représentent les personnes en situation de handicap, leurs amis, leurs familles, parfois aussi, et leur expression directe, est arrivée une idée toute simple que j'entendais dans les propos de Charles Rosoy il y a un instant, même s'il n'a pas forcément dit en ces termes, c'est la notion de projet de vie, au sens où, quand le handicap advient, ou quand l'enfant avec un handicap naît à une famille, il y a une forme de sidération qui fait que le projet qu'on avait formé avant, pour lui, avec lui, ou bien pour soi-même, est en quelque sorte rompu par une nouvelle donne qui est celle de la situation de handicap.
Et c'est ce que Charles vous racontait si bien, en parlant, au fond, de votre rêve d'enfant, de concourir aux plus hauts résultats sportifs dans une discipline dans laquelle vous excellez. Eh bien, cette rupture de projet est, à mon sens, une rupture en citoyenneté. C'est-à-dire le fait que le projet ne soit plus possible dans les mêmes conditions crée une forme de rupture, d'égalité des chances, à coup sûr, et d'expression de la citoyenneté. Presque un déni ? Un déni et même une rupture. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tombés d'accord. Alors c'est une idée inepte sur le plan juridique. Le projet, ça n'a aucun sens pour un juriste. En revanche, pour arriver à créer ce commun et se dire au fond, la loi doit rendre le projet possible et doit être capable de soutenir le projet de la personne, ça, c'est le commun de la loi du 11 février. Alors après, la technostructure, elle arrive à la course et elle vous explique comment on norme le projet, comment on le définit, comment on fait des référentiels, comment on le barémise et comment ensuite on se retrouve avec 10 mois d'attente à la MDPH pour avoir son droit à compensation. Ouais. Ça, c'est encore une autre aventure. Mais ça n'est pas parce que cela crée ces complexités que l'esprit de la loi, encore une fois, est caduque. Et je continue de penser, et pas que dans le champ du handicap, je suis en ce moment très occupée par les politiques de l'âge. Le déni du projet de fin de vie est une des violences de notre société. Et je pense que cette approche d'une politique du handicap pour la citoyenneté est de nature à inspirer notre système de protection sociale. Mais pour arriver à résoudre cette équation très compliquée, il a fallu, en quelque sorte, sortir du cadre et trouver l'expression de ce commun qui est précisément l'expression du projet de vie. Alors je sais que certains l'ont un peu décrié. J'ai entendu des psychiatres me pointer du doigt en me disant « Mais madame, cette personne vit avec une schizophrénie et en plus, vous l'affublez d'une qualification de handicap ». Mais il suffit de voir ce qu'est la vie d'un de nos concitoyens qui vit avec une schizophrénie pour savoir qu'au-delà de sa pathologie psychiatrique, il a les conséquences handicapantes de sa pathologie psychiatrique. Et sur le thème de la citoyenneté dont parlait Mme Manchon, M. Rozoy. Le handicap, on a vu ça comme un mot négatif déjà, mais comme le mot différence. Aujourd'hui, Marianne le sait très bien, puisqu'on a, je pense, là-dessus une vision commune. Mais la différence, c'est pas un mot, un 20 mots, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qu'on a voulu négativer. Et je pense que aujourd'hui, on aime bien cliver, on aime bien opposer. On le voit beaucoup dans les débats politiques qui s'opposent, qui se polarisent, voilà. Mais la réalité, c'est que je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous avez déjà vu en France un banquier punk ? Non. Parce qu'on n'aime pas la différence. Un banquier, ça doit ressembler à un banquier. C'est peut-être, ça vient de plus loin, ça vient peut-être des castes, ça vient plein de choses qui datent d'il y a des années, mais le monde n'a pas changé si vite que ça. Et on voudrait qu'en 20 ans, il ait changé parce qu'on a fait une loi. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer et qui doivent évoluer. Aujourd'hui, je n'ai rien à faire qu'un banquier soit punk du moment qu'il répond bien à mes questions et qu'il est formé à ça. Et c'est ça le problème de fond de notre société, c'est que la différence, là, on fait un ministère égalité homme-femme. Vous voyez le problème de notre société. Le problème, c'est qu'on va polariser les hommes et les femmes. On va polariser les personnes en situation de handicap, les personnes qui ont une sexualité différente. On va polariser. Non, mais faut accepter la différence telle qu'elle est. Et je pense que c'est un message universel qui existe depuis un peu plus de 2000 ans. La norme, c'est pas forcément quelqu'un de valide. Faut arrêter de mettre dans des normes. Faut dire qu'il y a des êtres humains. Et justement, ces êtres humains, ils correspondent pas tout à fait à la loi, les choses comme ça. On a du mal à le voir. Il faut quelque chose de technique. Il faut des KPIs, comme on dirait en anglais, pour des projets très clairs et pouvoir mettre les gens dans des cases. Mais personne ne correspond à une case. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à sortir. Et je pense qu'un jour, on comprendra tout ça et on fera un grand ministère de l'acceptation de la différence. Plutôt que de faire des ministères divers et variés. Et je rêve qu'un jour, le ministère du handicap, d'ailleurs, n'existe plus. On se bat pour qu'il existe, mais parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire valoir pour ça. Mais il faut qu'on dépasse ça. Je pense qu'il y a un ministère qui est de réunir toutes les gens qui ont des différences, donc en fait tout le monde, et on se réunit tous ensemble pour accepter que tout le monde est différent. Il y a des gens blonds, bruns, il y a des lunettes, pas de lunettes. Il y a une vie qui fait qu'on est tous différents.
mais on est EST aussi tous différents. Et c'est ça qui fait la beauté de notre monde, c'est ça qui fait la performance, c'est ça qui fait notre monde. Et donc voilà. Laura Mekalian. Je voulais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure et rebondir sur ce que vous dites, justement sur les deux temps. En fait, il y a le temps du lien humain, de l'urgence de l'enfant, et le temps de l'administratif, qui est extrêmement long. L'importance de remettre l'humain au centre et l'importance de nos rendez-vous d'inscription quand les familles arrivent, l'importance de ce temps avec le chef d'établissement pendant 1 heure où on fait connaissance, on se rencontre et on accueille. Voilà. La magie, l'alchimie, elle se passe à ce moment-là. Tout le reste, l'administratif, la paperasse, c'est lourd, mais sur le terrain, ce qui se joue à ce moment-là, en fait, ce que les gens posent à ce moment-là, comment l'enfant tisse le lien et comment il s'inscrit dans l'établissement, c'est un moment important, central. Voilà. Et ensuite, il y a le temps de l'administratif qui dure longtemps lorsqu'il y a une situation de handicap. S'il y a un travail à faire, c'est bien sûr celui-là. Il y a encore du chemin à parcourir là. Où est-ce qu'on a évolué objectivement grâce à cette loi, Laura et Philippe? Sur l'accessibilité, modestement, sur l'accessibilité des établissements, l'accessibilité physique, oui. Il y a eu des progrès. Alors, en fonction des capacités financières, bien évidemment, des structures, mais globalement pour l'école, oui. Pour nos écoles, il y a eu un certain nombre de progrès qui est à parfaire. Voilà, mais je pense que sur cette accessibilité-là, il y a eu des progrès. La formation et la prise de conscience des enseignants aussi, même si ça évolue lentement. Voilà, ça évolue lentement. Et je pense qu'à un moment, on donne aux enseignants des consignes assez antagonistes, assez contradictoires. Il faut accueillir tout le monde, mais on a quand même notre institution, l'éducation en France, c'est une machine à sélectionner. Une machine à sélection. Donc ça sera une machine à sélection. À un moment donné, il y a une forme de trou noir. Et c'est les plus fragiles qui sont mis de côté, systématiquement, pour toutes les fragilités, handicap, situation sociale, situation affective, psycho-affective, voilà, ils sont mis de côté. Donc c'est là-dessus, moi je pense que c'est sur le système global de sélection. Je ne vais pas dire de compétition, parce que j'ai un compétiteur à ma gauche, mais... On ne force personne à faire de la compétition dans le sport. Je pense que là, il y a un vrai problème, c'est que entre ce qu'on veut faire comprendre à des personnes et ce qu'on veut en faire des chevaux de course à chaque fois, tout le monde ne peut pas et ne veut pas être le meilleur. Et ça, il faut le comprendre. J'ai jamais demandé à personne d'avoir le même parcours que moi, j'ai jamais demandé à personne de devenir champion olympique ou de le vouloir, mais... Je dis, par contre, faites du sport. Tout le monde doit faire du sport parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour soi. Ça nous permet de s'épanouir. C'est pareil dans l'éducation. Il y a un énorme malentendu, je trouve. Si vous voulez, moi, ce qui me frappe beaucoup, alors encore une fois, je parle d'où je suis aujourd'hui, travaillant beaucoup sur les politiques de l'âge et très marquée par l'implication que j'ai eue pour la mise en œuvre de la 5e branche autonomie. Mais si vous voulez, cette espèce de représentation fondée en effet sur une vision très normative de la réussite sociale, sportive, que sais-je, fait un immense coup de non-qualité, mais gigantesque, et tellement fort que nos organisations et notre système de protection sociale, aujourd'hui, n'arrivent plus à l'assumer. C'est-à-dire que dans une société du vieillissement, pardon de ramener ça là-dessus, mais si vous voulez, au fond, ce sont nos déterminants d'aujourd'hui. Le fait de mettre systématiquement sur le bord de la route ou sur le bord du chemin des habiletés différentes est déraisonnable. Et le propos politique, à mon avis, qu'il nous faut avoir, c'est d'inviter à la République tous les citoyens, chacun ayant la contribution qu'il peut avoir. Parce que à force de, encore une fois, discriminer, à tous les âges de la vie,
on crée un déséquilibre socio-économique, pardon d'utiliser des gros mots, hein, regardons les comptes de la nation, regardons les comptes de la protection sociale, regardons les déséquilibres que ça engendre, regardons la perte de chance collective. Alors je crois qu'on comprendra comment cette vision datée, effectivement, pèse très très lourd et a des effets délétères sur nos équilibres sociaux et démocratiques. Parce que la vérité, c'est que tout cela se traduit par un énorme ressentiment. Le sentiment que l'on peut être un citoyen oublié, un citoyen de seconde zone, un citoyen qui a moins droit de cité que l'autre. Et cela, c'est déraisonnable. Dans une société du vieillissement, c'est déraisonnable. Je rappelle que nous sommes tout de même dans une société qui, pendant la crise Covid, a conduit le Comité consultatif national d'éthique à écrire que nous reléguions les personnes âgées. Que nous reléguions les personnes âgées. Donc, si je reprends l'esprit de la politique du handicap, il y a la loi, mais l'esprit de cette politique, qui est une politique de la citoyenneté, je me dis qu'il faut en cultiver le sens. À défaut d'en cultiver la lettre, elle mérite toujours d'être reconsidérée, la lettre. Il faut toujours faire évoluer les textes, il faut aller plus loin, il faut s'adapter. Mais sur l'esprit, c'est ce principe-là de la prévention d'une société, de la relégation qu'il nous faut agir. Et quand on parle effectivement de cet antagonisme entre une injonction à la compétition mal comprise au fond et cette perte de chance que cela engendre, je pense qu'on touche du doigt une des fragilités contemporaines. Et très, très honnêtement, moi, je dis cela dans une vision très militante des choses. Hein, mais je pèse mes mots le disant, il y a quelque chose de déraisonnable là-dedans. Monsieur Rozoy, vous m'avez dit quelque chose avant-hier au téléphone. Toutes les études montrent qu'un groupe composé d'une diversité complète est plus performant qu'un groupe où on a voulu sélectionner pour avoir les meilleurs des meilleurs. Tout à fait. Et puis c'est ce que je dis souvent, je vous l'ai dit, mais vous osez pas le dire parce qu'il y a la même proportion de cons dans tous les groupes. Et on a beau refaire un groupe où on essaie d'enlever les cons, on sera toujours le con de quelqu'un. Je suis désolé, mais je le dis assez crûment, de façon cash parce que c'est la réalité. On a essayé toujours de faire des groupes en enlevant et puis on arrive toujours à devenir le con de quelqu'un. Ça marque quand je dis ça. Mais c'est représentatif de quelque chose qui serait sûrement beaucoup mieux dit par Marianne, qui dirait avec beaucoup plus d'élégance. Mais c'est un petit peu plus direct. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement. Un groupe a besoin d'une diversité. Et ce que je disais tout à l'heure, de cette différence dans les profils, dans les couleurs de peau, dans les orientations, quelles qu'elles soient, mentalement, dans les choix, la démocratie, c'est se faire opposer de façon, pas opposer d'ailleurs, c'est discuter, c'est échanger. Aujourd'hui, on oppose. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où on est confrontation permanente. Mais la première base, c'est d'être d'accord, de pas être d'accord parfois. Tout le monde ne sera pas d'accord avec mes propos, et c'est pas grave. Mais j'ai le droit de le penser, j'ai le droit d'accepter que quelqu'un ne l'est pas d'accord. Et c'est là où on sort de ça, qu'on va se retrouver dans une nation. Et quand je te parlais d'éducation nationale, je posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, dans le fond, c'est pas l'instruction nationale? Parce que l'éducation, c'est ça. L'éducation, c'est apprendre que l'autre ne pense pas comme nous, que l'autre est différent. Oui, différent, mais alors c'est bien, il a le droit. C'est cet échange qu'on apprend et qu'on vient à la découverte de l'autre. Et on a le droit de pas être d'accord avec lui. Et tout ça, c'est quelque chose de très profond qu'on met de côté souvent dans le débat et qui revient à la situation de handicap, parce que la situation de handicap, c'est consubstantiel à ce qu'on évoque là. Entre parenthèses, quel souvenir vous gardez de votre passage en politique? Vous avez eu l'impression d'être efficace, d'être entendu, d'être écouté? Moi, je pense que oui. À des moments, je l'ai été vraiment, mais il faut savoir partir quand au bout d'un moment, on se fatigue. J'ai un profil qui est particulier. Encore une fois, je rentre pas dans des cases. Et comme vous avez vu, j'ai un dialogue qui est plutôt direct. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, tout le monde... je sais que quand je me présente à une élection, les gens ne voteraient pas pour moi. Mais ils voteraient pas pour moi. Pourquoi? Parce que je leur dis des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Et je pense pas aujourd'hui que les gens soient prêts à voter pour des gens qui leur disent la réalité des choses. Et c'est le vrai problème d'aujourd'hui. C'est qu'ils attendent quoi? On se plaint de nos politiques, mais on a les politiques que l'on mérite. Excusez-moi. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à un discours de vérité qui évite de polariser. Il faut savoir dire non.
Il faut savoir dire qu'on est dans une période compliquée de niveau budgétaire, on le voit. Faut savoir dire qu'il y a beaucoup de choses que la loi a amenées et qu'on oublie de dire. Qu'à l'époque, on était à plus de 20% de taux de chômage chez les personnes handicapées. Aujourd'hui, on est à 12%. Oui, on est 2 fois plus important qu'une personne non handicapée. Oui, mais il y a des améliorations. Vous avez entendu autour de cette table, Laura, Philippe, dire que le temps était long, qu'on avait parfois un peu l'impression de le perdre. Qu'il y avait beaucoup trop de temps entre l'esprit de la loi et peut-être l'application de cette loi, même si les décrets d'application sont parfois efficaces. Mais le temps, c'est pas nécessairement ce qui vous paraît, à vous, le plus important. Non, moi, je suis pas quelqu'un de patient pourtant. Mais j'oublie pas qu'on est dans la période de TikTok, de Instagram, de Twitter, X et tous ces réseaux où tout va vite. On est dans la période d'Internet où on fait une requête, en quelques secondes, on a une réponse. Et on pense que tout va aller aussi vite. Quand on voit l'évolution du monde et les erreurs qu'on répète, que ce soit les guerres, que ce soit les conflits, que ce soit la polarisation qu'on va refaire, on va les faire différemment. Mais je pense qu'on oublie que le temps long est important et qu'il faut une constance dans ce temps long. Et je pense que les changements réguliers, en estimant que ça va aller plus vite avec quelqu'un d'autre, ça amène que du désordre et ça ne permet pas d'avoir cette constance qui permet de mettre des politiques en place et qui aurait pu être mise en place si on avait gardé une constance. Charles Rozoy, Philippe Castille, merci d'avoir été présent parmi nous. Je vous invite à laisser élégamment votre place à 2 autres intervenants, des intervenantes en l'occurrence, en le cas présent, Véronique Poutou et Nathalie Tretiakov, que je vous ai présenté tout à l'heure. Madame Monchamp, cette loi a fabriqué des droits nouveaux. On n'a pas forcément tout bien compris. Il ne faut pas confondre l'accessibilité universelle avec l'accessibilité qui est le laboratoire de l'usage, m'avez-vous dit. Mais quand vous parlez d'accessibilité pédagogique, est-ce que vous pouvez développer ce thème-là? Parce que je pense qu'autour, il y aura de quoi commenter. Pour moi, l'accessibilité pédagogique, c'est la condition pour que le savoir, la connaissance et l'usage du savoir et de la connaissance soient transférables. Et donc, quelque part, cela amène à une réflexion sur les stratégies pédagogiques, sur les matériaux pédagogiques et sur la capacité, effectivement, de permettre à des personnes qui sont neuroatypiques, donc qui n'ont pas toutes les mêmes orientations cognitives, d'être en capacité de se saisir du savoir et de la compréhension. Et on a souvent revendiqué à l'école la présence d'AESH, d'auxiliaires de vie scolaire, en disant le prof va faire telle chose, mais l'AESH fera le reste. Et c'est normal, et la loi le dispose. Pour autant, ça n'a de sens que si la question de l'accessibilité universelle au savoir a été posée. Et on a effectivement, chez des enfants qui n'ont pas de situation de handicap avérée, des situations d'échec scolaire qui reposent sur quoi? Sur, sans doute, une réflexion qu'il faut pouvoir poursuivre sur ce que j'appelle l'accessibilité universelle au savoir. J'ajouterai juste une chose qui est presque un peu une question à ma voisine. C'est que quand un enfant en situation de handicap évolue dans un environnement scolaire, que voit-on et que sait-on? C'est une vraie question de la violence à l'école, de la capacité des enfants à vivre dans un environnement social plus apaisé par précisément la présence ou la représentation de la différence. J'ai l'intuition, mais il faudrait réaliser des études, qu'il est probable que dans les environnements qui font le choix de l'accessibilité des enfants en situation de handicap à l'école, peut-être que l'on a des règles de civilité qui se mettent en place et qui contribuent à un plus grand apaisement. Alors, Michaël et ensuite Madame Poutou. Il y a une question d'explicite. Je crois que quand on pose les choses, quand on dans nos projets éducatifs, en concertation, quand on forme les enseignants, quand on parle avec les classes, quand il y a de l'humain en fait. Voilà. Quand il y a de l'humain, quand il y a du lien, quand les choses elles se font de manière naturelle. Voilà. Et il y a quelque chose de très apaisé, comme vous l'avez dit. Il y a
des parents, des situations qui se posent et quelque chose de plus calme qui se crée, mais forcément, et qui avance de manière sereine autour de l'école et autour de l'enfant. Il suffit de poser les choses. J'ai parlé tout à l'heure de ce rendez-vous d'inscription, il est central. Je peux parler de mon expérience sur mon établissement où le chef d'établissement prend le temps pendant 1 heure de recevoir la famille. Et lorsque les choses sont posées, s'il y a besoin d'aller plus loin, c'est moi ensuite qui reçois la famille et qui creuse, qui fait le lien avec l'équipe, qui ouvre aussi les portes de tel type de formation, tel type d'accompagnement, recevoir les AESH, on en parlera après, mais pour le fonctionnement du PIAL, c'est central. Intégrer les AESH dans toutes les concertations, dans la vie de l'établissement, dans toutes les réunions. Elles sont au contact des élèves, elles ont une vue, et pas de séparer des champs, toi tu fais ça, mais d'agir ensemble autour de l'élève. Je crois que ça pose un climat serein. Un climat serein. Merci. Véronique Potou, je rappelle que vous êtes enseignante, formatrice, chercheur, rédactrice en chef du site dont je parlais tout à l'heure, vers une école inclusive. Accessibilité pédagogique, accessibilité universelle, éducation inclusive. Voilà, énormément de choses à dire. Donc, je dirais qu'au moment où la loi paraît, moi, je suis responsable de la formation des enseignants spécialisés. En 2005. En 2005, enfin déjà en 2004, parce que 2004, c'est important, parce qu'on a une réforme de la formation. Et c'est la première année où on ouvre une formation pour les enseignants du second degré. C'est important à rappeler. Jusque-là, les enseignants du second degré ne sont pas formés à la différence. Pourquoi ? Pourquoi c'est historique? C'est que jusque-là, voilà, le diplôme d'enseignant spécialisé est ouvert uniquement aux enseignants du premier degré. Et en 2004, il va falloir gérer une transformation qui va être d'ouvrir une certification complémentaire, c'est pas encore un diplôme professionnel, aux enseignants du second degré. Et moi, j'ai à gérer cette formation avec des collègues, et on s'aperçoit qu'on n'a aucun formateur du second degré. Donc la première promo qu'on a de ces enseignants du second degré, on va jouer le jeu avec eux et on va leur dire, écoutez, on est très heureux de vous accueillir, mais en fait, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, on va faire avec vous. Hein. Nous, on vient du premier degré, et donc on va essayer de transposer, mais vous allez nous dire ce qui se passe en collège. Voilà. Et donc cette question-là démarre à ce moment-là. La loi de 2005 arrive, et c'est vrai qu'avec là, à ce moment-là, je suis en poste dans un centre de formation à l'Institut supérieur de pédagogie à Paris, et on va beaucoup s'intéresser à l'accessibilité, la participation, et cette nouvelle définition du handicap. C'est-à-dire que reconnaître qu'une personne est en situation de handicap quand dans son environnement, elle est limitée dans son activité et ne peut pas participer à ce qui lui est proposé. Et donc nous, ça va être vraiment notre fil. Et dans la formation des enseignants, on va commencer à travailler cette question-là. Et en même temps, on a eu en 2002 une circulaire éducation nationale qui nous parlait déjà des besoins éducatifs particuliers. On n'a pas encore entendu ce terme-là. Et pourtant, il est très, très important. Parce que, souvent d'ailleurs, on le confond. On dit besoins éducatifs particuliers et situation de handicap. En fait, non. Besoins éducatifs particuliers, ça couvre toutes les vulnérabilités d'apprentissage, quelle que soit l'origine. Elles peuvent être sociales, elles peuvent être culturelles, elles peuvent être médicales, elles peuvent être etc. Donc ça couvre toutes ces difficultés. C'est très large. C'est très large en fait. Et à l'intérieur de ça, en fait, ça veut dire que certains enfants ont des besoins d'aide et des besoins d'aide différents. Et aujourd'hui, on parlera même de besoins d'aide situés. J'ai l'air de dévier de l'accessibilité, mais c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que ces besoins d'aide situés, c'est dans cette situation de quoi cet élève a besoin. Et donc là, oui, peut-être qu'en fonction de sa déficience, de sa particularité, parce qu'il faut... On a tendance à parler d'une manière générale. Vous avez évoqué les troubles neurodéveloppementaux, mais c'est tellement large. Et aujourd'hui, on a tout mis d'ailleurs dedans. Pour l'école, par exemple, c'est très difficile pour un enseignant de travailler avec des enfants qui ont des problèmes de mémoire à court terme. On ne sait pas encore faire. On sait ce que c'est que d'avoir une difficulté de mémoire à court terme, mais on sait un peu les conséquences en termes d'apprentissage, mais pas complètement. Et on ne sait pas encore les aider vraiment. On ne sait pas encore ce qu'il faut faire. À part, effectivement, peut-être un AESH qui va répéter, mais pendant qu'il répète, l'élève manque la suite de ce qui est en train de se passer. Alors, voilà, ces notions, elles sont aussi très, très importantes à comprendre. Et comment on en est arrivé à cette notion d'accessibilité, c'est vraiment d'interroger. On a parlé du bâti des transports, mais nous,
tenterai, je dirais, moi ça fait 20 ans que je travaille sur l'accessibilité pédagogique. Pas seul, hein, mais voilà que j'y travaille. On a publié il y a 10 ans un numéro sur la revue de l'ISP qui parlait déjà de ça. Et donc c'était bien la question de comment on forme les enseignants à anticiper en amont les obstacles présents dans la situation pédagogique. C'est-à-dire, moi, une question qui m'a intéressée personnellement, c'est dans ce que je propose en tant qu'enseignant, dans ma proposition pédagogique, est-ce que je mets pas moi-même des obstacles qui vont empêcher les élèves d'apprendre, qu'il y ait une reconnaissance de handicap, qu'il y ait que cet élève ait des difficultés? Est-ce que moi, je mets pas un obstacle? Et en fait, on s'aperçoit qu'il y en a plein des obstacles. Et donc, l'accessibilité pédagogique, comme les architectes, c'est de rechercher dans la situation pédagogique quels sont les obstacles. Et si on trouve les obstacles, alors on va trouver les aides. Et en fait, beaucoup de monde parle de ça, mais en fait, c'est comment on aide les enseignants à trouver les obstacles. Donc, il y a un aspect didactique lié à la discipline, c'est-à-dire la conception, ce qu'on est en train d'apprendre. Mais il y a aussi des obstacles de réalisation, c'est-à-dire l'activité que je propose. Si je propose pour un cours d'histoire géo un tableau à double entrée à remplir, ben en fait, ça peut être le tableau à double entrée, un obstacle de réalisation. Et donc, penser l'accessibilité pédagogique, ça veut dire que j'ai un plan B, que je ne me limite pas à un tableau à double entrée, parce que peut-être que certains ne pourront pas. Un élève avec une dyspraxie sévère ne pourra pas remplir ce tableau, mais lui, il nous dit, moi, je ne peux pas, mais il y a peut-être d'autres élèves qui ne peuvent pas. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, l'enseignant doit concevoir un plan B, c'est-à-dire il doit concevoir un autre support à l'activité. Hein. Et cette formation sur l'accessibilité pédagogique, elle est encore très très peu répandue. Pourquoi? Parce qu'on est rentré depuis la loi, et il fallait passer par là, à mon avis. Mais il va falloir en sortir. On est passé par une logique de surcompensation individuelle, surpersonnalisation. Il fallait en passer par là. Oui. Mais aujourd'hui, moi je continue à travailler avec les enseignants. On a oublié de dire que je suis à la retraite, en fait. Hein. Donc, voilà, je ne suis pas complet. Mais je continue quand même beaucoup à travailler avec les équipes d'enseignants. Et ben, aujourd'hui, pour les enseignants, cette mise en œuvre de tous ces projets personnalisés, ça devient ingérable. C'est ingérable. Quand dans une classe, vous avez 50% d'enfants qui ont des projets personnalisés, comment vous faites? C'est de l'aberration. Madame Monchamp, ouais, et ensuite c'est juste Laurent. passionnant. Enfin, je suis très très marquée par votre propos et par ce que cela vient interpeller, ce que j'appelle de manière un peu facile, sans doute, l'accessibilité au savoir. Mais la loi ne dit pas ça. La loi dit l'école de la République aux côtés de l'enfant en situation de handicap, ou bien l'enfant en situation de handicap au cœur de l'école de la République, et pas simplement parce qu'il est dedans, parce qu'il est l'objet de l'attention et de la préoccupation. Et c'est un peu comme, sans vouloir paraphraser ce qui était dit tout à l'heure, mais c'est la logique de l'écriture, si vous voulez. Il y a l'esprit de la loi, et il y a ensuite cette interprétation. Et l'interprétation a pu conduire, en effet, à la survalorisation de la compensation individuelle. Mais si elle prend place dans un environnement qui n'interroge pas l'accessibilité pédagogique ou l'accessibilité au savoir, alors en effet, c'est le bazar. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le n'importe quoi. Il y a une notion que j'aimerais ajouter, c'est l'approche écosystémique. Parce qu'il y a dans la circonstance de l'apprentissage une logique d'interaction, de don et de contre-don et de réciprocité avec des régulations. Et parfois, le meilleur promoteur de cet écosystème n'est pas le sachant, c'est l'apprenant ou celui qui est le témoin de l'apprentissage. Et au fond, dans la réflexion sur l'école au sens le plus générique du terme, je crois que la confrontation à la situation de handicap est sans doute une voie de dépassement de nos représentations classiques et parfois convenues de ce qu'est la transmission du savoir. Et je fonde beaucoup d'espoir là-dedans. La route est immense, elle est très longue, mais avec l'ensemble des diversités d'accès, de médias, d'informations, de soutien, et y compris d'aide de matériel et technique, je ne doute pas que ce soit possible dès lors que l'on respecte l'esprit. Est-ce qu'on n'a pas toujours tendance à penser que la compensation, c'est une réparation alors que ça doit être un égalisateur de chance? Ça, c'est le truc, moi, ça me rend dingue, ça. Je l'ai entendu au plus haut niveau de l'État. J'ai entendu des personnalités publiques, dont je tairai le nom,
me faire une espèce de confusion mentale entre réparation et compensation. Il faut tout arrêter. La compensation, c'est le point d'appui. C'est l'égalisation des chances. C'est l'égaliseur. Je ne sais pas, pardon pour le barbarisme. Et la réparation n'a rien à voir là-dedans. Equalizer, on dirait en anglais, je pense. C'est ça, c'est peut-être ce que j'avais en tête. Et puis il y a peut-être le fait que ça rassure beaucoup les parents. La compensation humaine a été quelque chose qui a été beaucoup plébiscité par les parents, parce que ça rassure. Une médiation aussi. C'est une médiation, Ouais, voilà. En ce sens-là, moi, je l'entends des réparations. Famille. Oui, exactement. Et les enseignants. Et ça a rassuré les enseignants au départ. Oui, au départ. Oui. Parce qu'après, quand ils en avaient trop... Ce que je dis, c'est qu'il faut articuler les deux. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire il n'y a plus de compensation. Il faut sans doute la diminuer. Et plus on va être dans une logique d'accessibilité environnementale, plus on va... Voilà. Plus ça va aller. Et donc, ça demande quand même, là, pour le coup, des changements dans l'école. Voilà, on va sans doute les aborder aussi. On va les aborder tout de suite, mais je voudrais donner la parole à Laura. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'école inclusive, c'est une école du maillage. On n'agit pas seul, les enseignants. Et effectivement, avec le système de compensation, on touche une limite. Tout à l'heure, on parlait de délai. Mais en tout cas, de manière intuitive, je crois qu'il y a une inflexion qui est en train de se produire de toute façon, parce que quand on pose un dossier à la MDPH et que le délai d'instruction, c'est 8 mois, forcément, en fait... MDPH, maison départementale, créée par la loi de 2005. Bien sûr. Oui. On pourra s'interroger sur ce point de savoir si ça fonctionne correctement. En tout cas, de mon expérience, oui, ça marche, mais de mon expérience, j'ai vu, sur quelques années, en tout cas, les délais d'instruction doubler en très peu de temps. Donc, c'est quand même un indicateur fort. Et de se dire qu'elle doit ramener les choses au centre. C'est une école du maillage, avec des partenariats, avec un réseau qu'on doit construire, que l'enseignant seul ne peut pas agir, qu'il faut déployer un panel de formation et de se dire qu'on va agir de manière collective. Collective. Une compensation couchée sur un papier qui arrive 8 mois après. Si ce collectif n'existe pas de toute façon, ça n'a pas de sens. Alors sans replonger dans la discussion sur le temps qui va trop lentement, mais néanmoins, aujourd'hui, il faut s'attaquer à quoi? Il faut accélérer quoi? Dans quel domaine? Par les formations à l'instant, je lisais sur votre blog l'autre jour encore des témoignages d'enseignants qui ont l'air, proches du découragement. Démunis. De quels moyens manque-t-il? Peut-être qu'on peut se poser la question tout simplement des effectifs par classe. Oui. Parce qu'on parle de moyenne. C'est-à-dire quand on dit c'est quoi les classes en France, je crois qu'on a une moyenne de 27 et quelques. Mais ça veut dire qu'il y a des endroits où il y en a 10, il y en a 8. Et puis il y a des endroits, je pense qu'il y en a plus, où il y en a 30. Voilà. Donc déjà, est-ce qu'on peut prendre cette question-là? Moi, ça me paraît, je me dis, en plus, on va être dans une baisse démographique. Donc pourquoi on ne se saisit pas de ça? Si on veut vraiment une école pour tous, pourquoi on ne se saisit pas de ça? Tout simplement, déjà. Ensuite, ce qui serait... il y a beaucoup de choses à s'en changer, mais par exemple, le temps de travail des enseignants. Aujourd'hui, dans le second degré, les enseignants n'ont pas de temps pour se concerter. Ils n'ont pas de temps pour rencontrer les AESH. Tout ça, ça se fait un peu... Pas de temps non plus pour rencontrer les spécialistes du médico-social. Ou le médico-social. Mais même travailler entre eux, si on parle d'accessibilité pédagogique en second degré, il faut qu'on puisse les réunir et les faire travailler sur le concret, c'est-à-dire une action pédagogique, un cours. Vous le faites comment? Je vais vous donner un exemple. Lire une clé de détermination, apprendre à lire une clé de détermination en SVT. Vous faites ça comment? J'ai pas compris ce que vous dites. Une clé de détermination, c'est qu'on va éliminer des critères au fur et à mesure. Voilà, cet insecte, il a des pattes, il en a 6, il en a 10, il en a 30, et on élimine au fur et à mesure les critères. Comment on apprend aux élèves à lire ça? Donc c'est une lecture en arborescence, c'est plus une lecture linéaire. Oui. Donc c'est un savoir-faire qui demande, il faut qu'on puisse travailler avec les enseignants de très près cette affaire-là. Et ça, c'est pas vu encore en formation initiale. Vous voyez, c'est sur le terrain en formation continue. Et il faut une analyse très très précise. Donc il faut leur donner une méthode et puis ensuite ils vont pouvoir le faire s'ils ont du temps. Donc changer la question du temps de travail des enseignants. Le temps de travail des enseignants, est-ce que c'est seulement un temps de présence devant élèves? Non, ils le font déjà bien plus que ça. Mais sauf que c'est institué dans le premier degré,
par les heures de concertation, c'est pas institué dans le second degré. Donc déjà, ça aussi, ça serait quelque chose vraiment qui permettrait d'avancer. Logiquement, vous allez me parler des programmes maintenant. Alors, les programmes, parce que les programmes, on revient sur la question qui a été évoquée tout à l'heure, d'une injonction paradoxale, c'est-à-dire entre une école élitiste et une école pour tous, on en est où? On veut quoi? On veut quoi collectivement, hein? On veut une école inclusive, mais est-ce que notre société est inclusive? Et en fait, il faudrait une école équitable, c'est-à-dire que c'est plus la question de l'équité. Et pour ça, eh ben, on a des programmes qui sont encore très, très académiques. L'école française est très académique, pèse de tout son poids sur la question de l'écrit, et c'est bien, mais en même temps, on sait qu'il y a des enfants, et même si tout enfant a un potentiel de développement possible, il faut qu'on regarde les choses en face. Quand un enfant est inscrit en Ulysse, en 4e, il a 13 ans, 14 ans, mais il a un développement de 7-8 ans. L'écart, il est immense. Comment on fait pour qu'il participe à la vie de la classe? C'est pas parce qu'il va aller autant que de besoin dans l'Ulysse, c'est ce que dit la circulaire, qu'il va participer à ce qui est proposé en classe. Comment on fait là? Eh ben, il va bien falloir trouver une autre manière d'enseigner. Il va falloir qu'on ait peut-être donc de l'importance de travailler avec les enseignants, de les accompagner sur cet élève qui a un écart. Qu'est-ce qu'il peut prendre de ce que vous êtes en train de faire? Si je reprends mon exemple de clé de détermination, c'est-à-dire comment on classe des critères, etc. Peut-être que cet élève-là, qui a un très très grand écart avec les élèves de 6e, peut-être qu'il va être intéressé par le nom des insectes, par l'observation d'images qu'on va donner. Vous voyez qu'il va participer. Il ne va pas apprendre peut-être comme les autres à lire la clé de détermination, mais n'empêche qu'il va être présent en classe et qu'il va pouvoir participer. Sur ces différents points, Madame Monchamp, il y a le nombre, le temps de travail des enseignants, les programmes. On pourrait ajouter éventuellement l'âge, mais bon, ça c'est un autre sujet qui nous emmènerait peut-être un tout petit peu trop loin. Mais sur ces trois chantiers, est-ce qu'on peut d'ailleurs appeler ça des chantiers? C'est sans doute le cas, non? Je pense que ce sont des déterminants, mais là encore, nous avons un référentiel qui s'impose à nous, qui est extrêmement normatif sur ce qu'est l'école, sur ce qu'est la classe, sur ce qu'est l'apprentissage. Et constatons que cela laisse beaucoup d'entre les enfants de la République sur le bord du chemin. C'est juste ce que je dis. Donc, je pense qu'aborder la question, si vous voulez, de l'effectif par classe est nécessaire et sans doute une amélioration de la condition d'exercice des enseignants et de la condition de l'apprentissage de l'enfant. Mais en réalité, ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il nous faut proposer, il ne faut pas avoir peur de proposer un modèle émergent d'une école refondée. D'ailleurs, certaines écoles ont déjà inventé des modèles qui sont pour certains critiquables, qui sont d'autres, mais que sais-je, mais des modèles alternatifs. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que beaucoup de nos politiques publiques sont construites sur la base de référentiels qu'on ne met pas en question. Et que ces référentiels, aujourd'hui, ils se décalent. Parce que notre environnement social, sociétal, crée en fait un nouvel ordre, de nouvelles priorités que ces référentiels n'embarquent pas. Alors, quand on est dans le mainstream en bon français, que ça roule pour vous, j'ai envie de dire, globalement, on ne souffre pas de ces référentiels. On peut même s'en servir. Mais quand on est à la frontière, et on est à la frontière pour des raisons sociales, pour des raisons de situation de handicap, pour des raisons de maladie, alors là, l'articulation est très douloureuse. On a exactement le même système à l'hôpital. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne se pose plus ces questions-là. À l'EHPAD, l'EHPAD, il est normatif, il est industriel, il est de facture industrielle. Voilà. Or, nos concitoyens aspirent à l'expression d'eux-mêmes. Et moi, je n'ai pas peur de dire qu'un projet politique doit se fixer d'interroger les référentiels. Si nous n'interrogeons pas les référentiels, nous améliorerons les choses, mais nous déplacerons les curseurs. Enfin, j'en ai vraiment la conviction très forte. Nathalie Tretiakov. Oui, je partage complètement. Je dirais même que faire bouger les référentiels, je dirais, c'est presque même révolutionner presque la structure en elle-même. Le référentiel peut-être même ne suffirait pas. Parce qu'en fait, on se rend compte que la loi de 2005 et tout ce qu'on a fait depuis, c'est quelque chose qui est arrivé dans un système normé. L'école, elle est organisée comme ça. Et en fait, on a essayé de faire en sorte qu'elle s'ouvre le plus possible, qu'elle soit de plus en plus inclusive. Voilà, qu'elle permette vraiment l'inclusion
des élèves. Et on voit, moi je trouve aujourd'hui, je vais relever des éléments de tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, y compris quand Charles et Philippe étaient là. En fait, on est en train de se rendre compte que l'accessibilité universelle est en train de nous bousculer. De nous bousculer à plusieurs niveaux et notamment bousculer la place de la personne. C'est-à-dire que tout d'un coup, on nous dit, c'est pas par la personne que tu vas voir la différence, c'est par la situation dans laquelle tu la mets. C'est-à-dire que face à l'apprentissage, mais ce serait pareil dans un EHPAD pour une personne plus âgée, c'est-à-dire que dans la situation dans laquelle est mise la personne, elle se trouve elle peut ou pas se trouver dans une situation de difficulté, de handicap, de complexité, voilà. Et en fait, ça nous oblige à bouger le regard, voilà. Et je trouve que du coup, ça vient aussi bouger les structures. On a quelques établissements aujourd'hui dans notre réseau qui sont en train de réfléchir sur la dimension d'établissement universel. Et je pense qu'ils réfléchissent un peu comme ça, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent à se dire ce qu'on attend de nous dans cette conception universelle des apprentissages, cette accessibilité universelle de nos locaux, des personnes, etc. C'est peut-être une autre appréhension de l'accueil de tous, des rencontres entre nous. Voilà. Et vous avez dit quelque chose, c'est là où je voulais revenir à tout à l'heure, vous avez parlé de la différence. Et alors, je vais le redire avec mes mots, mais quelle est la place que l'on fait à la différence dans nos établissements, dans la vie en général? Et sans doute que ça, c'est aussi à penser. Je trouve que là aussi, on s'améliore, mais je suis toujours une optimiste, moi, de nature. J'ai été assez impressionnée par je finis ça. Et sur les Jeux Olympiques. Et notamment, je me suis posé beaucoup de questions, parce que tout le monde s'en est posé, jusqu'au jour où j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai eu la chance de faire une table ronde avec Marie-Amélie Le Fur, de tous les débats qui ont eu lieu pour savoir quand et où on plaçait les Jeux paralympiques. Fallait-il les mettre en même temps, parce que ça, c'était le mieux. Ça voulait dire que du coup, ils n'étaient pas stigmatisés. Ah bah oui, mais en même temps, on ne reconnaît pas non plus la particularité. Fallait-il les mettre au mois d'août, alors parce que certains s'arrêtaient le 15 août, ou au moment de la rentrée? Ça a été un autre débat. On a fait là, mais c'est une honte pour eux. Et Marie-Amélie Le Fur nous dit dans cette table ronde, mais pas du tout. Nous, on voulait au contraire qu'ils aient bien lieu là et qu'ils aient lieu au moment de la rentrée scolaire, parce que c'était vraiment une opportunité pour nous de sensibiliser à la différence. Voilà, et j'ai trouvé que c'était drôlement bien pensé. Et je terminerai juste par là. Je crois que ce qu'il faut sans doute dans nos établissements, dans nos structures, quelles qu'elles soient, c'est qu'on pense la place de la différence. Moi, je sais que à chaque fois que j'ai bougé, c'est des personnes qui m'ont fait bouger. Et par rapport à l'accessibilité ou à l'inclusion, etc., c'est la rencontre de Charles, il y a 3-4 ans, au moment où j'étais au secrétariat général, parce que il avait une énergie dans ce qu'il mettait, et puis surtout, il voyait pas il l'a dit tout à l'heure, avec exactement les mêmes logiciels que nous. C'est la rencontre de Marie-Amélie Le Fur, là, il y a 10 jours. Voilà, c'est la rencontre d'autres, et je trouve qu'il faut qu'on interroge aussi la place de la différence pour le faire bouger. C'est ce que disait aussi un peu Laura tout à l'heure. Et quand on évoque tous ces chantiers là dont on parlait avec Madame Potou et avec Madame Monchamp, ainsi qu'avec vous, le regard que vous portez, c'est-à-dire à partir de vos élèves, de votre établissement. Quand on parle justement, approchez-vous bien du micro. Quand on parle de l'aventure humaine, ça me fait forcément penser à l'ouverture de notre micro-collège, ouverture d'une microstructure pour élèves en situation de décrochage scolaire, en fin de collège, et on se dit tout de suite, on va monter un projet singulier et on va ouvrir cette structure pour des élèves qui sont éloignés du système éducatif pour des raisons médicales. Et donc, on bâtit le projet, on le monte et on va à la rencontre des acteurs de terrain. On va chercher le directeur du centre scolaire hospitalier à Marseille. On présente aux équipes, on va dans les hôpitaux, on explique qu'on veut créer un pont entre l'hôpital et
et l'école, parce que ces élèves-là, en fait, qui sont éloignés du système éducatif pour raison médicale, quand ils reviennent à l'école, on les entend pas. On les entend pas. Et est-ce que l'école est encore accessible à eux à ce moment-là quand ils reviennent? Ils font pas de bruit. Alors, quand on questionne, apparemment, c'est ce qu'on a entendu quand on a présenté le projet, c'est que effectivement, ce sont des élèves qui font pas de bruit, donc tout va bien. Et en réalité, pas. Et là, une formidable aventure se met en marche, les équipes se mettent en marche, les élèves arrivent, un maillage incroyable autour de l'établissement. Alors, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, en fait, l'accessibilité, c'est petit pas par petit pas, petit projet par petit projet, cette aventure humaine et cette école qui devient de plus en plus accessible, de plus en plus inclusive et en réseau. On parle 2 secondes des AESH. Oui. Oui. Vous voulez? En plus même. Oui, oui. Dites-moi. Non, c'est vous qui allez me dire ce qui vous paraît le plus urgent à régler. Plus urgent, je crois qu'il y a énormément d'efforts qui ont été faits sur... ça reste un travail considéré comme précaire. Ça reste un travail de plus en plus. Oui. On en recrute de plus en plus, il y a des moyens de plus en... Enfin, il y a des besoins de plus en plus importants. On travaille toujours sur de la pénurie, c'est sûr, mais quand même, il y a quand même de plus en plus d'AESH qui sont recrutés. La formation est centrale, en fait. La formation est centrale. Sur nos établissements, elle bénéficie d'une double formation, la formation académique et la formation au sein de la DDEC. L'accompagnement aussi, que moi je déploie au sein de notre PIAL, pour les accompagner, etc. Mais effectivement, on est toujours sur du manque. On est toujours sur du manque. Oui, je pense, ce que ça m'évoquait, c'est que dans ce changement, en fait, il y a un double mouvement. Il y a ce qui va partir du terrain, c'est-à-dire ces micro-projets, toutes ces initiatives. Et on peut dire aussi que les lois, elles naissent toujours d'expérimentations antérieures. Surtout dans le champ social. Surtout dans le champ social. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'il se passe des choses avant que n'émerge un texte, une circulaire. C'est très clair. Et donc ça, c'est très, très important. Et moi, c'est ce que je dis souvent aux acteurs. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on voit le macro-système, on se dit, mais on n'y arrivera jamais. S'il faut changer tout le système, s'il faut le dénormaliser, s'il faut faire entrer le médico-social dans l'école, est-ce que c'est moi, simple directeur, simple... Voilà. Donc, il faut bien qu'il y ait un mouvement qui parte du terrain, qui soit sur des initiatives comme vous venez de le décrire, ou sur ce collège universel qu'on est en train de travailler sur le diocèse de Rennes, avec un collège qui va accueillir en septembre prochain un IME dans ses murs, mais il y a déjà eu des expériences là-dessus, c'est pas, voilà, mais on y va. Donc il y a ce mouvement-là, et puis il y a ce mouvement, effectivement, qui part de l'institutionnel et du décisionnel et du politique, et qui doit dépendre d'un projet de société. Peut-être qu'on a beaucoup de mal à avoir un projet de société aujourd'hui, tellement c'est clivé, et chacun fait du mieux qu'il peut. Et là, ce changement dans ce système, il est vraiment aussi important. Donc on a abordé des choses sur les effectifs, le temps de travail, il y a la question des programmes, il y a la question de, par exemple, vous disiez les logiciels qui sont là, les référentiels qu'on a, la classe d'âge, l'organisation par classe d'âge. On ne remet pas ça en question. C'est alors que c'est les choses les plus étranges. Le plus étrange qui soit, quand vous regardez une fratrie ou quand vous regardez... Moi, j'ai la chance d'être grand-mère de 8 petits-enfants que je reçois pendant 15 jours pendant l'été. Je fais une colo familiale. Donc là, ça va de 6 ans à 16 ans. Je vois comment ça se joue. C'est-à-dire que j'en ai qui sont très en avance et puis j'en ai quelques-uns qui vont pas très bien. Et comment ça se joue entre eux? Ça se passe tout seul, quoi. Donc c'est que la classe d'âge, le principe de la classe d'âge en lui-même, il faut qu'on l'interroge. Et là, on a des modèles. Enfin, je veux dire, on peut le penser. Dans les analyses, on nous demande toujours, d'ailleurs, d'évaluer en fonction des acquisitions de la classe d'âge. Oui, mais sauf que tout notre système repose sur une évaluation certificative. Donc, tout notre référentiel, comme disait madame, c'est-à-dire, le logiciel qui est là, c'est, on vise le bac. Pour ça, dès la seconde, on se prépare. C'est entre tel âge et tel âge. C'est absolument passionnant. Il y a deux références. On est en train de souffrir de cette question de l'âge normatif par la référence à l'âge civil. C'est ça. Dans d'autres sujets. Regardez la réforme des retraites. Oui, tout à fait. La notion d'âge est une notion absolument évanescente. En 1950, à 60 ans, on avait équivalent 75 ans aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la notion d'âge est en fonction du métier qu'on fait, du secteur dans lequel on est. J'enlève tout ça, mais je ne pouvais m'empêcher de le dire. Mais
il y a un ouvrage absolument passionnant d'un de mes amis à Sciences Po qui s'appelle Henri Bergeron et qui est un spécialiste de l'organisation et qui a écrit tout récemment un ouvrage qui s'appelle l'organocène, comme on dit anthropocène, mais pour l'organisation. Et dans l'analyse qu'il fait des disruptions et des mécanismes du changement, il identifie que les acteurs qui sont à la frontière, ce que l'on appellerait des étrangers, mais au sens de la frontière et de la marge, sont sans doute les acteurs qui sont les plus grands promoteurs, les grands entrepreneurs institutionnels de la transformation, précisément parce qu'ils ont des ressources qui leur viennent de cette frontière et qu'ils sont capables de capter, et également parce qu'ils ne sont pas, en quelque sorte, statufiés, au sens propre et figuré, par leur appartenance institutionnelle. La politique du handicap, vis-à-vis de l'école, est une politique de la frontière. Oui. Et je pense très, très, très profondément qu'elle est de nature à apporter ces éléments de transformation. Mais on a raison de dire que le temps de la transformation, le temps sociétal, est un temps qu'on ne maîtrise pas, et celui de la production du système de protection sociale, depuis que les pères fondateurs, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont commencé à nous donner quelques repères, et aujourd'hui nous laisse un peu de modestie et de résilience sur le temps qui passe et le temps de la construction de la protection sociale. Est-ce qu'on a des exemples à suivre à l'étranger ? Si, moi je peux en donner un. En Italie, parce que ça m'avait marqué. C'est-à-dire qu'on avait été faire un voyage avec des chargés de mission en direction diocésaine sur l'éducation inclusive. Et en fait, on a été visiter des lieux où en fait, il y a eu une démarche inverse. C'est-à-dire, au lieu de penser, ça c'est un peu l'invitation du pape qui nous dit, penser à partir de la fragilité. C'est-à-dire que si on veut reconstruire, on pourra reconstruire dans la société dans laquelle nous vivons qu'à partir de la fragilité. Donc c'est un peu la frontière dont vous parlez. C'est-à-dire partir de ceux qui sont... qui peuvent nous apporter justement la manière de travailler avec eux. Et donc en Italie, on a été visiter des écoles qui ont fait le mouvement inverse du nôtre, c'est-à-dire que nous, on a plutôt été dans l'intégration dans nos classes ordinaires. Et là, moi, j'ai été visiter 2 lieux, en l'occurrence, quand on avait fait ce voyage, dont un, je me souviens, c'était une école de jeunes sourds, parce que comme nous, ils ont connu une période où, effectivement, les personnes en situation de handicap étaient plutôt exclues, enfin, à part, voilà. Et en fait, eux, ils ont fait le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert à l'élève ordinaire, c'est très joli ce que je dis, les Québécois disent quotidien, mais à l'élève qui va bien, voilà, qui n'a pas de handicap, ils ont ouvert leur structure pour les élèves. Là, en l'occurrence, c'était des jeunes sourds. Et donc, en fait, ils ont fait une intégration à l'envers. Et tout ça, c'était il y a quelques temps maintenant. Ça devait être 2014 quand j'ai été me balader là-dedans. On pourrait dire, pour illustrer ce que tu es en train de dire, Nathalie, c'est comme quand une Ulysse, un dispositif Ulysse, va en son sein travailler avec des élèves lambda, je dis lambda, pour dire qu'ils vont bien. Voilà. C'est ça. Et donc, la ressource qui est là, en fait, c'est-à-dire, plus ce mot ressource, moi je me suis beaucoup intéressée à la sémantique. C'est-à-dire quels mots on a employés depuis le 2005, comment on les a un peu galvaudés d'ailleurs, et comment aujourd'hui il faut peut-être les faire évoluer, les repréciser, etc. Voilà. Donc le mot ressources, c'est un mot qui depuis 2015 là, apparaît fortement. On a parlé de dispositifs ressources. Dans le référentiel des enseignants spécialisés, on leur a dit vous allez devenir des personnes ressources. Comment dans les établissements on développe ces ressources, et donc comment le dispositif il est ressource pour l'ensemble des élèves. Je parlais de ce collège voilà, qui va accueillir l'an prochain un IME dans ses murs. Comment les ressources spécialisées qui arrivent dans cet établissement vont être des ressources qui s'ouvrent à tous les élèves et aux enseignants. Voilà. Donc, et aux familles. Et voilà. Et comment finalement... et puis, comment on fait émerger ces ressources ? C'est-à-dire un enseignant qui a travaillé pendant une année avec un élève avec autisme, par exemple, il devient ressource. Il a appris des choses. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut lui permettre
lui donner du temps pour qu'il réalise ce qu'il a appris. Excuse-moi, je t'ai coupé sur le modèle italien, mais c'était pour illustrer. Parce que c'est plus actuel déjà. Voilà, c'est pour illustrer en fait, c'est partir dans l'autre sens aussi. Voilà. On arrive au terme de cette table ronde. Un petit mot de conclusion peut-être, mais auparavant, une question. L'éphémère ministre Michel Barnier avait souhaité une consultation sollicitant l'avis des personnes handicapées, de leurs proches, des associations, et je le cite, de l'ensemble des parties prenantes de la société civile organisée. Vous en pensez quoi? C'est quoi? C'est un gadget? Ça peut être ce qu'on en fera? Chaque fois qu'on demande à nos concitoyens de s'exprimer, chaque fois les choses vont dans le bon sens. Mais moi je dis quel projet? Si vous voulez, l'important c'est l'émergence d'un projet. On a évoqué plein de pistes, à la fois sur des questions de méthode, sur des questions d'appréhension des sujets. Je crois beaucoup aussi à à l'hybridation des modèles. Dans le champ de la psychiatrie, il y a des choses, la psychiatrie contemporaine a réalisé des choses tout à fait remarquables. Alors je ne dis pas qu'il faut l'appliquer à l'école, mais je veux dire que là, il y a des décadrages qui sont très puissants. Il faut être capable d'aller regarder dans une approche interdisciplinaire la manière dont on a décadré et disrupté ailleurs. Parce que ça n'est pas le même objet de l'application, mais ce sont souvent des mécanismes qui sont proches. Celui de la frontière dont je parlais, celui de l'hybridation des modèles. L'approche en écosystème est également intéressante, qui rejoint toutes les choses que nous nous sommes dites. Donc consultons, consultons, mais pas consultons pour gagner du temps. Consultons pour se nourrir, consultons pour agir. Nathalie Tretiakov, vous avez le mot de la fin. Philippe Delorme, en introduction, parlait de rapport d'étape. Ça veut dire qu'il faut poursuivre le chemin. Complètement. Et c'est une vraie invitation. Moi, je me réjouis. Je remercie vraiment tous ceux qui ont été autour de cette table ronde, autour de vous, Marc. Je crois que je me réjouis vraiment qu'on ait pris le temps de se dire, voilà, il y a un anniversaire à souhaiter. Et du coup, prenons le temps d'interroger tout ce qu'on fait, de valoriser. Parce que très souvent, les choses se font plutôt dans l'ombre, doucement, les gens n'osant pas trop en dire. Voilà, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est vraiment innovant? Voilà. Alors qu'en fait, il y a des pépites dans nos établissements, dans tous les établissements, dans tous nos diocèses et dans toutes les académies. Il y a vraiment des pépites de réflexion, d'innovation qu'il nous faut prendre le temps de révéler, qu'il nous faut certainement partager, parce que quand on est passé par quelques complexités, faire gagner du temps aux autres, c'est toujours une bonne chose. Donner des idées pour les autres. Donc c'est vraiment le mouvement qu'on souhaite ouvrir. Et puis, on souhaiterait, et ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure sur les deux mouvements, on est persuadé que le mouvement part du terrain, part du local, de l'établissement, et qu'en plus, il y aura une agilité pour pouvoir aller chercher des réponses, construire ensemble des choses. Mais il faut absolument que le niveau, deuxième niveau, qui est le niveau national ou institutionnel ou politique, puisse aider ce mouvement-là par des réponses aux questions, par des éclairages, par le fait d'alléger peut-être certaines choses. Et c'est ce qu'on voudrait réussir à faire cette année en interrogeant quelques chantiers, comme celui du médico-social, notamment, comme celui aussi de l'ouverture au monde professionnel des jeunes en situation de handicap. Donc sur quelques projets comme ça, c'est vraiment une chance pour notre réseau de mettre en valeur, d'expertiser ensemble pour aller plus loin. Voilà. Aller plus loin. Ce sera l'expression de la fin. Et merci à tous et à toutes de nous avoir prêté attention à travers les ondes, à travers les streamings. Et merci à toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.